Et bienvenue à tous, un 22h spécial ce soir au lendemain du premier tour des régionales. Une édition surtout pour comprendre et se projeter dans les prochains jours avant le second tour. De nombreux invités pour nous accompagner ce soir. Je vous rappelle d'abord les principaux chiffres de la veille avec en premier lieu, bien sûr, on en a beaucoup parlé, la victoire de l'abstention, un chiffre record pour des élections régionales, 53,63%, vous le voyez. Et aussi les nouveaux rapports de voix et de force entre les différents partis avec évidemment les forces de gauche, comme vous le voyez, largement majoritaires. Et sur le terrain, ça y est, la campagne a déjà repris de plus belle depuis ce matin. Et ce soir, alors qu'un accord national a été annoncé entre le Parti socialiste et Europe Écologie par Claude Barthelone, qui est le secrétaire national du PS en charge des relations extérieures, eh bien, Jean-Vincent Placé, le porte-parole des Verts, a démenti cet accord. Pour le moment, c'est donc la confusion qui règne. Nous aurons dans un instant la réaction au téléphone de José Bové, des négociations en fait qui durent depuis ce matin pour présenter des listes communes d'abord entre les socialistes et Europe Écologie. Ça se passe dans un hôtel parisien du quartier des Halles. C'est un sujet de Sophie Normand et Aurélien Romano. 20 h, un accord national est passé entre le PS et Europe Écologie. Ce soir, nous pouvons vous annoncer qu'il y a un accord national entre le Parti socialiste et les écologistes. Mais 20 minutes plus tard, coup de théâtre, le numéro 2 des Verts dément. Les discussions continuent, notamment en Bretagne. Pressé d'aboutir, le PS a peut-être parlé trop vite. Pourtant, tout avait bien commencé. Au PS, on veut donner l'image d'une négociation menée tambour battant. Socialistes et écologistes s'entretiennent sereinement tout au long de la journée. La loi électorale est quand même assez stupide parce qu'elle nous oblige à fusionner en 36 heures. Donc nous avons un gros travail de consolidation des propositions que nous allons faire, de rédaction aussi. Nous allons vous parler bientôt des propositions de la gauche, les écologistes rassemblés. Forte de 12% des voix au premier tour, Europe Écologie apparaît comme l'interlocuteur privilégié du PS, celui à convaincre avant les autres. Le Front de gauche avec ses 6% rejoint les négociations en milieu d'après-midi. L'allié de toujours se sent délaissé. Le Parti socialiste ne veut pas se retrouver dans la situation de discuter honnêtement et franchement avec ceux qui ont fait le premier tour de l'élection. Donc le Front de gauche dans sa diversité, Europe Écologie, bon, ils préfèrent avoir des discussions séparées avec les uns et avec les autres. Les discussions devraient se poursuivre jusqu'à demain matin. Ils ont jusqu'à mardi 18 h pour déposer les listes du second tour. Et nous aurons dans quelques instants au téléphone à José Bové, député européen Europe Écologie. Mais d'abord, sur ce plateau, nous ont rejoint Éric Bonnet, bonsoir, de chez BVA Opinion, François Dorcival, Valeurs Actuelles, bonsoir. Et avec nous également Guy Konopnicki de chez Marianne, bonsoir. Bonsoir. Alors messieurs, au lendemain de ce premier tour, on a envie de dire, et maintenant, quels enseignements François Fillon et Nicolas Sarkozy font tirer de ce scrutin? Monsieur Bonnet. Écoutez, il y a un rapport droite-gauche qui est très favorable à la gauche dans le pays. À la gauche remporte 53% des voix contre seulement 38% pour la droite et seulement 27% pour la droite modérée. C'est le plus bas score de la droite modérée depuis le début de la Ve République. Donc c'est un rapport de force politique que je pense que Nicolas Sarkozy doit entendre. C'est vrai que depuis hier soir, on a vu les responsables de l'UMP plutôt essayer de nier un petit peu la défaite. Ce qui, je pense d'ailleurs, est risqué pour eux de deux manières. D'une part, ça risque un peu d'agacer les électeurs de gauche et plutôt de les mobiliser en se disant, bon, visiblement, les leaders de droite ne voient pas qu'ils ont perdu, on va leur montrer qu'ils ont perdu. Et puis les sympathisants de droite qui se sont abstenus pour envoyer un message un message de déception à l'égard du gouvernement et de la droite, peut avoir l'impression que ce message n'est pas reçu et donc ça peut les inciter eux aussi à plus encore s'abstenir la semaine prochaine. Donc c'est pas forcément une stratégie forcément efficace. Et François Dorcival, dans la majorité, les langues se délient à présent. On l'a vu ce soir, Alain Juppé qui appelle à une réflexion sur le rythme des réformes. Ça y est, la brèche est ouverte. Oui, il faut dire que le président de la République avait lancé le mot en disant que fin 2011, il serait tout prêt à faire une pause pour examiner justement l'état de ces réformes et faire le point et faire le bilan en quelque sorte avant l'élection présidentielle. Ce qui est vrai, et en quoi je suis d'accord avec mon confrère de BVA, c'est qu'il me semble que la réflexion doit d'abord porter sur l'abstentionnisme et l'abstentionnisme de droite, parce que 2/3 des abstentionnistes depuis les européennes sont des abstentionnistes de droite et 1/3 seulement
sont des gens qui sont venus de la gauche. Et donc, ce point-là mérite en effet réflexion parce que c'est ça qui va préparer l'au-delà des élections régionales. Et François Dorceval, on va en parler. Guy Konopnicki, un instant, je vais vous laisser parler tout de suite. On a juste au téléphone, parce qu'on va voir sa réaction sur ces fameuses négociations. Il est avec nous, José Bové, député européen d'Europe Écologie. Bonsoir. Bonsoir. José Bové, on a envie de vous dire, qu'est-ce qui se passe ce soir? On a annoncé un accord, et puis pas d'accord, où est-ce qu'on en est? Écoutez, il y a globalement des accords qui sont réalisés dans la majorité des régions. Il y a encore 1 ou 2 points qui bloquent. Donc voilà, on attendra demain tranquillement. C'est quoi les points qui bloquent, comme vous le dites? Écoutez, ce sont 1 ou 2 régions sur lesquelles les accords ont l'air d'avoir du mal à se faire pour des raisons de blocage de présidents sortants qui ont du mal à accepter le principe de la proportionnelle intégrale. Donc voilà, pour l'instant on en est là. Et donc pour l'instant, la très très grande majorité des régions, il y a eu un accord. Donc voilà, donc là ce sont les derniers calages qui sont en train de se faire. Donc vous êtes confiant ce soir, vous nous dites, sur les chances d'un accord plus large? Oui, je pense qu'il y en aura un accord à peu près général. Peut-être qu'il y aura 1 ou 2 régions sur lesquelles l'accord n'aura pas pu se faire. Mais globalement, les discussions qui se sont déroulées toute la journée ont, dans la majorité des régions, abouti à un résultat ce soir. Et qu'est-ce qui explique cela pour vous? Le PS a été généreux avec Europe Écologie, qui est aujourd'hui un vrai partenaire avec les socialistes? Ce n'est pas une question de générosité, c'est simplement une question de principe. Nous, on était partis à la discussion de manière très claire en disant, il faut le respect de la proportionnelle intégrale, et sur les responsabilités, il faut appliquer une règle qui permet de distribuer les responsabilités. C'est la fameuse règle d'Hondt, qui est une règle de répartition, celle qu'on utilise d'ailleurs au Parlement européen pour répartir les responsabilités entre les groupes. Et voilà, ça c'était les 2 points précis. Ensuite, il fallait que dans les régions, il y ait une discussion aussi sur les projets pour qu'il y ait bien des accords, pour éviter qu'il y ait des points de blocage au niveau des projets. Dernière question, José Bové, on va aboutir, vous le dites, à un accord. Ça a été quand même assez vite, c'est une journée de négociation, ça signifie quoi? Écoutez, ça signifie, je pense que tout le monde a compris que dans l'intérêt des régions et dans l'intérêt de la dynamique qui a été lancée hier avec le premier tour, personne ne comprendrait qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord entre les socialistes, les écologistes, mais je dis aussi dans un certain nombre de régions, le front de gauche. Donc moi, ce que j'espère, c'est que là, il y a une vraie dynamique collective et qu'elle va porter ses fruits avec le travail qui se met en place pour les 2 années à venir. Merci beaucoup, José Bové, pour votre intervention. Retour sur ce plateau. Guy Konopnicki, je vous laisse la parole. Oui, alors je reviens sur cette histoire d'abstention. On irait quand même un peu vite en attribuant 2 tiers, 1 tiers, en comptant politiquement les abstentionnistes qui, par définition, se sont abstenus et ne se sont pas prononcés. Ce qui est clair, c'est que l'abstention, comme la majorité des votes, est un désaveu pour le gouvernement, pour le président de la République. Parce que si on met de côté le fait que quand même il s'agit d'élections régionales, que souvent pour améliorer la participation, on les a couplées avec d'autres élections, des cantonales, municipales, même législatives la première fois, et que là on a des élections régionales seules. Bon. Et qu'il y a un déficit de compréhension civique, parce que bon, mais par rapport à quoi? Par rapport aux régions, au rôle des présidents? Alors par rapport au rôle régions des régions, des collectivités territoriales en général. C'est-à-dire que je crois que les Français comprennent plus très bien. Parce qu'il y a la commune, le syndicat intercommunal, la communauté urbaine. Attendez, vous allez militer pour la réforme, là. Guy Konopnicki, vous militez pour la réforme des collectivités. Je milite depuis très longtemps pour une réforme, mais pas celle-ci. Mais voilà. Donc il y a cet élément-là qui est quand même important, qui lui est politique de notre manière. Et l'élément politique, ça, il saute aux yeux. C'est-à-dire, c'est l'échec extraordinaire de ce gouvernement et du président de la République devant l'opinion. Jean-François Kahn a dit une chose très simple sur le site de Marianne, sur Marianne 2, à savoir que
on a l'impression que les électeurs ont ramassé tous les pavés possibles et imaginables, y compris l'abstention. C'est-à-dire l'abstention, ça pouvait être le vote PS, le pavé, ça pouvait être le vote PS, ça pouvait être le vote écolo et hélas le vote Front National. Et face à cet échec, il y a le succès relatif pour le moment, hein, parce que rien n'est fait encore, de Martine Aubry, incontestablement aujourd'hui la chef de l'opposition, Éric Bonnet. C'est sûr que ce résultat la renforce. 29%, c'est un très gros score pour le PS, c'est plus de 15 points par rapport aux élections européennes. C'est 5 points de plus qu'aux élections présidentielles et ce qu'avait obtenu Ségolène Royal. Donc incontestablement, elle se trouve confortée. Certes, mais d'autres socialistes font aussi bien qu'elle. Hein. Il y a Martin Malvy, etc. Mais c'est vrai qu'elle est quand même consolidée par ce succès. Je voudrais juste revenir d'un mot sur l'abstention. Il y a également quelque chose qui est à souligner, c'est que la droite, dans la plupart des régions, s'est présentée avec une seule liste pour réunir toute la droite modérée. Ce qui a pu influencer également sur l'abstention. Parce que les sympathisants de droite, qui ne voulaient pas voter à gauche, puisqu'ils ne sont pas de gauche, mais qui ne souhaitaient pas non plus voter UMP pour sanctionner un petit peu le gouvernement qui avait pu les décevoir, ces sympathisants de droite n'avaient d'alternative que l'abstention ou le vote FN. Alors que précédemment, ils pouvaient voter pour d'autres listes de droite modérée, pour l'UDF, pour le MPF, etc. Donc François Delcroix, vraiment cette stratégie du parti unique, ça a été la mauvaise stratégie. Alors, c'est une très bonne stratégie quand il s'agit d'une présidentielle, parce que cela vous place tout de suite à un très haut niveau. Il est vrai que dans une stratégie d'élection régionale comme celle que nous venons de vivre, elle se révèle mauvaise ou médiocre. Et le résultat est là pour le prouver. Le problème, c'est que c'est un vrai parti unique. C'est-à-dire que c'est un parti centralisé dans son expression et dans sa pensée politique où les diversités ne s'expriment pas. Pour le PS, qui se présente aussi d'une certaine façon comme un parti unique, il ne l'est plus parce que maintenant il faut qu'il compose avec les Verts. Bon, il s'est toujours exprimé avec des courants, ça lui a coûté cher et quelquefois ça lui a rapporté sa diversité. L'UMP, c'est l'Union soviétique, écoutez. Ça a vraiment été organisé. Le parti du président... C'est les propos modérés. Non, mais bien sûr, le parti du président, le centralisme démocratique. Quand il y a des expressions dissidentes, le choc est extrêmement violent. On sort le croc de boucher. Enfin, c'est quand même. Oui. On était habitué effectivement à une droite structurée en 3 courants. Il y avait les libéraux, les gaullistes et les centristes, et du centrisme plus ou moins démocrates, chrétiens ou radicaux. Mais c'était comme ça. On avait une droite diversifiée à toutes les époques. Et brusquement, on se retrouve avec une droite. Et ça, je crois que ça contribue à gêner une grande partie de l'électorat modéré, c'est certain. Alors, on va poursuivre ce débat. Et ce matin, je vous le disais tout à l'heure, la campagne est donc repartie de plus belle avec notamment François Fillon qui est venu soutenir la chef de file UMP en Ile-de-France et Valérie Pécresse. C'était à Sèvres. On écoute le Premier ministre. Des régions, des bastions de la résistance au changement, vouloir empêcher les réformes que les Français ont voulues avec l'élection présidentielle, vouloir freiner la France, vouloir l'enfermer dans l'immobilisme au moment même où nous avons besoin au contraire d'investir sur l'avenir, eh bien c'est ce moment-là que la gauche choisit pour nous dire il faut empêcher les réformes, il faut empêcher le mouvement, il faut empêcher le changement. C'est un contresens historique. Éric Bonnet, Valérie Pécresse, qu'on vient de voir, veut croire ce matin, elle l'a dit, qu'une nouvelle page de la campagne va s'ouvrir. Mais où peuvent être ces voix, si elles existent, ces réserves de voix du côté de l'UMP? C'est vrai que le rapport droite-gauche dans toutes les régions est extrêmement favorable à la gauche aujourd'hui. Il y a tout de même 4 exceptions qu'il faut souligner. Il y a la Franche-Comté, où la gauche ne la devance la droite que d'1 point, mais où, du fait des triangulaires, la gauche devrait l'emporter facilement. Il y a Champagne-Ardenne et PACA également, où là, la droite devance la gauche, mais du fait des triangulaires, là encore, la gauche devrait l'emporter sans difficulté. Oui, mais faire l'addition avec le Front de gauche et tout à fait. Mais et Europe Écologie. L'ensemble de la gauche fait moins que l'ensemble de la droite et de l'extrême droite en particulier. Et puis il y a l'Alsace également, tout à fait, oui. Et c'est pour ça, parce que comme le Front National peut se maintenir, du coup la gauche devrait l'emporter. Et enfin il y a l'Alsace où là par contre les choses sont beaucoup plus serrées, puisque là la droite et l'extrême droite réunis font beaucoup plus que la gauche, mais il y a triangulaire, il y a maintien du Front National, donc les choses vont se jouer entre la droite modérée et la gauche, et ils sont exactement à égalité, et donc on ne peut pas du tout deviner lequel des deux va l'emporter en Alsace. François Dorcival. Oui, c'est la raison pour laquelle toute cette affaire se joue vraiment à droite. Je veux dire, le succès de la gauche se joue d'une certaine façon à droite, parce que s'il y a des réserves, elles sont dans l'abstention. S'il y a des réserves, elles sont
au Front National. Le Front National, entre les européennes et cette élection-là, a doublé le nombre de ses voix. Et donc, il s'est effectivement passé un phénomène, c'est que vous avez eu un surcroît de mécontentement qui s'est exprimé à droite, y compris depuis les européennes, soit dans l'abstention, soit dans le vote Front National. Et Guy Konopnicki, le grand chelem de Martine Aubry, aujourd'hui, est-ce que c'est un rêve doux, j'allais dire, ou une vraie promesse? Écoutez, il est possible, ça ne sera pas tout à fait son grand chelem, parce qu'au moins un président de gauche qui a toutes les chances d'être élu, qu'il aurait été sans elle et contre elle, qui est évidemment Georges Frêche, mais Georges Frêche est resté clairement... mais vous avez vu qu'aujourd'hui, après Vincent Peillon, François Hollande, qui prône aussi faire barrage à la droite, a voté Georges Frêche? Oui, c'est assez. c'est classique. Et ça, c'est classique, c'est classique et attendu. Ils vont pas appeler à voter pour l'UMP ou pour la liste du Front National. Donc ils ne peuvent pas appeler à l'abstention. Un responsable politique ne peut pas faire ça. Donc il est assez logique qu'ils appellent tous à faire barrage à la droite ou carrément à voter pour Frêche. Bon, Frêche sera dans le grand chelem s'il y a grand chelem. L'Alsace, ça vient d'être dit, ça se joue vraiment dans un mouchoir et il est assez difficile de dire ce qui va se passer. Il est quand même aussi difficile de dire ce qui se passera au troisième tour en Corse. Je signale que la dernière fois, sur le papier, la gauche croyait avoir gagné la Corse. Les alliances des nationalistes et de l'UMP ont fait que l'UMP a gouverné la Corse avec les nationalistes. Comment ça va se passer demain avec la liste nationaliste moins modérée que l'autre, plus modérée que l'autre, et les listes de gauche qui sont sur des lignes assez différentes quand même, s'agissant de la Corse et de ses rapports avec la République. Donc, un mot quand même, et avant le troisième tour, le deuxième tour, et notamment à Montpellier, chez Georges Frêche, je trouve que l'exemple de Georges Frêche est très intéressant. Pourquoi? Parce qu'il exprime ce sentiment qui existe et qui a existé dans ces élections en province, d'un certain ras-le-bol de ce qui se dit à Paris. Des leçons que l'on donne de Paris, des consignes que l'on veut donner de Paris, etc. Et donc, le succès de Martine Aubry, il est d'avoir en réalité respecté ces 20 présidents de région et de les avoir accompagnés. Mais ça n'est pas sa propre campagne pour le moment. C'est simplement le fait d'avoir su intelligemment s'imposer comme celle qui était en mesure, à l'intérieur du Parti socialiste, qui avait tiré les leçons des européennes, d'accompagner les campagnes de ces présidents de région. Éric Bonnet, et aussi on le rappelle, c'est un coup quand même, c'est un coup dur pour le gouvernement, pour l'exécutif. On dit même que certains préparent déjà les mots-clés pour le second tour en cas de vraiment de grosses défaites. Qu'est-ce qui peut changer maintenant pour les 2 années qui restent du quinquennat de Nicolas Sarkozy? Ça va être avis de grosses tempêtes? Il semble assez difficile qu'il y ait un changement de gouvernement ou un changement de Premier ministre juste après les élections, puisque Nicolas Sarkozy a dit que ce ne serait pas le cas. Ensuite, vraisemblablement, avant les élections présidentielles, on peut imaginer que le rythme des réformes va peut-être un petit peu se ralentir, vu les conséquences de ce rythme de réforme. On voit que l'opinion quand même sanctionne ce gouvernement, soit par l'abstention, soit par des votes à gauche. Donc vraisemblablement, Nicolas Sarkozy devra en tenir compte. Oui, la question sur le rythme des réformes, c'est le contenu des réformes. Quand vous analysez dans vos sondages le sentiment de l'opinion publique à l'égard des réformes, en général, elle y est favorable. Elle discute, conteste, exprime du mécontentement à l'égard de l'action générale du gouvernement. Sur ce point. Sur ce point, dans ce qui est sanctionné, il y a tout de même d'abord la situation des services publics, qu'il s'agisse de l'hôpital, qu'il s'agisse de l'école. On va pas refaire le débat. On les a entendus hier entre les socialistes. Ce sont quand même des choses, des inquiétudes des Français. Il y a le maintien obstiné des privilèges fiscaux. Alors on va dire à la fois, les gens ont le sentiment que sont les responsables de la crise eux-mêmes
qui gardent leurs privilèges fiscaux. Vous êtes en train de nous dire que les Français n'ont pas voté pour leur président de région, là, finalement. Non, mais ils ont voté aussi pour leur national. président de région, et ils ont voté parce qu'il n'y a pas une dynamique comme ça exclusivement sur les régions. Elle serait diversifiée, elle ne serait pas nationale. C'est le mot de la fin. Il y a une accumulation de mécontentement. Et j'ajoute une chose. Si Sarkozy veut faire tomber des têtes, alors il y en a une qui s'impose, c'est celle de monsieur Éric Besson, parce que sa manière de conduire le débat sur l'identité nationale n'est pas étrangère à la personne du Front National. Lui, enfin, écoutez, il l'aura préparé. Il est complètement étranger, selon vous, au score du Front National, François Percival. Mais rien ne dit que le Front National n'aurait pas fait encore plus de voix si ce débat n'avait pas été conduit. Oui, mais rien ne dit le contraire non plus. Comme ça, si ce débat avait été conduit comme il devrait l'être, un vrai débat la dynamique et l'élan, il faut se rappeler quand même que aujourd'hui, le Parti socialiste fait moins de voix qu'il n'en a fait en 2004. Il faut se le rappeler quand même. Oui. Ah oui, nous ne sommes pas dans la même élection. Il y a une percée d'Europe Écologie qui se fait en partie au détriment du PS, c'est clair. Absolument. Quand on regarde les chiffres dans les villes. Messieurs, merci en tous les cas, beaucoup d'enseignements et beaucoup d'analyses, on a compris beaucoup de choses avec vous. Merci beaucoup. La suite du 22h dans un instant avec d'autres invités, mais d'abord on va revenir, alors que les négociations se poursuivent entre socialistes et verts, sur leurs divergences, et oui, il y en a, notamment sur certains projets et sujets. Regardez, Laetitia Pomara fait le point. L'un des principaux points de discorde entre le PS et Europe Écologie, c'est d'abord le projet du LGV en Aquitaine. Une ligne TGV reliant Bordeaux à l'Espagne en passant par Toulouse. Aux yeux des socialistes, le LGV permettrait de rallier Paris à Toulouse en 3 heures. Un atout écologique, Toulouse n'aurait ainsi plus besoin d'un deuxième aéroport. Côté écologiste, le LGV coûterait trop cher à la région, 640 millions d'euros selon eux, soit la moitié du budget régional. Autre dossier épineux, au cœur de ces négociations, le financement d'ITER en Provence. Ce projet international vise à étudier la fusion thermonucléaire, mais pour Europe Écologie, le développement d'ITER dans cette région aurait de nombreux impacts négatifs sur l'environnement et ses habitants. Le transfert de l'aéroport de Nantes sur le site de Notre-Dame-des-Landes pose également problème. Un projet surdimensionné pour les écologistes, il rayerait de la carte quelques 2000 hectares de bocage préservés et détruirait une cinquantaine d'exploitations agricoles. Les élus socialistes y voient, eux, un bel outil de développement économique pour la région. Il permettrait de faire face à la saturation future de l'actuel aéroport de Nantes. Enfin, le pass vert à tarif unique voulu par Cécile Duflot, la secrétaire nationale d'Europe Écologie dans les transports franciliens, déplaît aux socialistes. Ce pass unique à 65 € fusionnerait les 6 zones de transport existantes en une seule et même tarification. Coût total 600 millions d'euros à la charge de la région. Trop cher pour son président Jean Pauluchon. Et nous allons rejoindre sur le plateau Pierre Moscovici. Bonsoir. Bonsoir. Député socialiste du Doubs. Pierre Moscovici, pour le moment, il n'y a toujours pas d'accord entre le PS et Europe Écologie, alors que l'annonce avait été faite par Claude Barthelone. Qu'est-ce qui s'est passé? Les socialistes sont tellement pressés qu'ils ont oublié d'attendre l'accord définitif des Verts? Non, mais j'ai l'impression, d'après ce que j'ai vu, je suis pas dedans, qu'il y avait un accord partiel avec Europe Écologie, pas avec les Verts. Mais je vais vous faire une confidence. Il va y avoir un accord. Il va y avoir un accord national. Nous ne pouvons pas nous permettre de ne pas le faire. Hier soir, c'est créé une dynamique. La volonté d'une alliance est là. Personne ne peut se permettre de rompre. Donc, il y aura accord. C'est une question de minutes, c'est une question d'heures, je ne sais pas. Il est tout à fait important maintenant qu'autour des présidents socialistes, autour des listes, d'ailleurs dirigées par les socialistes, puisque ce sera le cas partout, sauf encore sous un radical, le rassemblement se fasse, que la mobilisation se fasse, pour amplifier le mouvement. Parce que moi, ce que je sens, c'est pas du tout la tendance à une rectification. Je rencontre énormément de gens dans la rue qui me disent, bon, ça y est, on leur a mis une claque, on va en mettre une autre. Et j'espère très franchement qu'on va confirmer. Mais pour ça, il faut le rassemblement très vite, la mobilisation ensuite, continuer à faire campagne, ne pas considérer que tout est fait, se battre. Et si nous faisons ça, ma foi, oui, le grand chelem est encore possible. Et c'est le rassemblement derrière le Parti socialiste qui est arrivé en tête, évidemment devant Europe Écologie, mais vous dites que le PS doit ce soir être généreux avec ses partenaires? Pas généreux, je crois qu'il y a des principes qui doivent être observés. Et nous les avons d'ailleurs définis nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on aurait pu dire, on prend une prime majoritaire, c'est-à-dire que la liste arrivée en tête est un peu mieux servie que les autres. Nous avons accepté de discuter sur une base qui est celle de la proportionnelle. C'est-à-dire, voilà, ils font 10 par exemple, nous faisons 30, c'est 3 quarts, 1 quart.
Et ça me paraît être une attitude qui n'est pas spécialement généreuse, mais qui n'est pas hégémonique. Le Parti socialiste veut respecter ses partenaires. Il faut aussi que nos partenaires nous respectent. Je crois que c'est fait partie des négociations qui arrivent dans ce genre de situation. C'est tout à fait normal. Ça prend un peu de temps. On était plutôt un peu en avance d'ailleurs sur l'habitude. Ça se passait tranquillement. Dans la plupart des régions, c'est fait. Dans ma région, la Franche-Comté, l'accord est signé. Donc tout ça est en très bonne voie. Mais ça risque de quoi? C'est dans certaines régions, la Bretagne et d'autres. Donc le Grand Chelem, c'est une promesse qui s'éloigne ce soir. En Bretagne, c'est un cas un peu différent. C'est-à-dire que... C'est un cas quand même. Oui, le président Jean-Yves Le Drian estime qu'il a déjà payé en quelque sorte au premier tour. Je pense par ailleurs qu'il est en situation de l'emporter. C'est un cas très spécifique. Le Grand Chelem, c'est la victoire de la gauche dans toutes les régions. Et c'est possible, puisque au vu du premier tour, si nous savons nous rassembler, si nous savons nous mobiliser, il n'y a guère que l'Alsace qui reste en balance avec un espoir très fort. Et il y a quand même un autre cas spécifique, c'est le Languedoc-Roussillon. Après Vincent Peillon, c'est au tour ce soir de François Hollande de prôner le soutien à Georges Frêche. Est-ce que ce soir, vous aussi, Pierre Moscovici, vous appelez à voter Frêche pour battre la droite et l'extrême droite? Moi, j'ai toujours dit qu'il était logique que le Parti socialiste manifeste sa d'approbation des propos de Georges Frêche. Il en a eu jadis contre les Harkis, il en a eu sur l'équipe de France de foot, il en a eu sur Vous êtes en train de nous dire qu'il y en aura, presque, oui. Pardon? Vous êtes presque en train de nous dire qu'il y en aura. Non, je dis simplement qu'il était logique de présenter une liste. Cette liste ne l'a pas emportée, et non seulement elle l'a pas emportée, mais elle n'est pas présente au second tour. Et il n'y a pas de liste de gauche alternative au second tour. Ni les écologistes, ni le Front de gauche, ni le PS. Et dans cette configuration-là, où il y a Georges Frêche, soutenu par l'essentiel des socialistes de la région, tout de même, parce que c'est ça qui a fait la force, où il y a l'extrême droite et où il y a M. Couder, moi j'appelle à battre la droite et l'extrême droite. Donc à voter Georges Frêche écoutez, si j'étais là-bas, je pense que c'est ce que je ferais, j'ai pas l'habitude de m'abstenir. Mais il ne s'agit pas de voter pour Georges Frêche, il s'agit de dire battons la droite et l'extrême droite. C'est quand même sacrément désagréable cette position. Pourquoi? Parce que c'est une position d'équilibriste. Comment appeler à voter Frêche sans lui apporter son soutien? C'est tout à fait traditionnel. Vous savez, très souvent, par exemple, quand on est dans les deuxièmes tours, le Parti communiste dit il faut battre la droite, et pour battre la droite, servez-vous du bulletin socialiste. Je n'adhère pas à la personne de Georges Frêche. Je n'adhère pas à tout ce qu'il fait. Je souhaite que la gauche l'emporte en Languedoc-Roussillon. Ah donc, si M. Frêche gagne, la gauche l'emporte en Languedoc-Roussillon. Et si les gens qui sont avec lui, tous les amis que j'ai là-bas, dans l'Hérault, dans le Gard, tous les amis qui l'ont soutenu ont été exclus un temps du Parti socialiste. Moi, j'ai toujours prêché pour qu'on ait l'apaisement dès le lendemain des régionales. J'ai pensé qu'il y avait là une division, une déchirure qui ne devait pas durer. Je le pense encore aujourd'hui. Et donc oui, il faut battre la droite et l'extrême droite. Et pour battre la droite et l'extrême droite, il ne reste plus qu'un bulletin, c'est celui de Georges Frêche. Et c'est très clair. Il y a encore quelques temps, Pierre Moscovici, les ténors du PS expliquaient que Martine Aubry devait encore affirmer son leadership. Est-ce qu'elle est aujourd'hui pour vous la chef incontestée, incontestable de l'opposition? Elle est première secrétaire du Parti socialiste et je crois que le Parti socialiste vient de montrer là que ce congrès de Reims, qui avait été tellement douloureux, qui nous avait divisés, déchirés même, était derrière nous. Nous avons une première secrétaire, c'est Martine Aubry. Elle a vraiment fait cette campagne, elle s'est battue, et je crois qu'elle a apporté quelque chose. Donc elle est la chef légitime du Parti socialiste, donc de l'opposition. Après, pour la présidentielle, vous permettrez qu'on attende un peu plus tard, car c'est un autre problème. On va et en les parler primaires ensemble. trancheront. On a au téléphone Xavier Bertrand, le secrétaire général de l'UMP. Bonsoir Xavier Bertrand. Bonsoir. Alors ce soir, les négociations entre le Parti socialiste et Europe Écologie sont en cours et apparemment pas loin d'aboutir, vient de nous dire Pierre Moscovici sur notre plateau. Vous allez donc faire face à l'union de la gauche. Oula, attendez, parce que j'ai entendu le Parti socialiste, par la voix de M. Barthelone, dire que c'était fait, un peu avant 20h. On a vu ensuite que le responsable des Verts disait que c'était pas fait. On sait qu'en Bretagne, il n'y aura pas d'accord. Non, c'est pas aussi simple que ça. D'ailleurs, quel contraste ce soir. Je sors d'une réunion avec Françoise Grossetête à Lyon, Françoise Grossetête étant en tête justement de cette élection en Rhône-Alpes. Et nous, dans toute la France ce soir, nous avons tenu des réunions publiques d'unité de rassemblement. En même temps, dans le même temps, le Parti socialiste et les Verts, leurs dirigeants, sont en train d'essayer de s'entendre en déchirant leur programme pour se partager les places, en symbolisant la politique qu'on ne veut plus voir. Moi, je préfère la transparence, la cohérence. Et je dois vous dire que l'union que nous avons faite est une force dans ce deuxième tour. Alors justement, Xavier Bertrand, vous dites « mobilisons-nous ». Rien n'est joué. Mais dites-nous, quels arguments vous développez ce soir, à partir de maintenant, pour empêcher le grand chelem de Martine Aubry? Tout simplement, je vais vous dire une chose. Ce sont les électeurs qui vont décider, ce sont les électeurs qui sont libres de leur choix. Et je sais notamment, vous savez, on a beaucoup parlé des sondages. Parlons d'un sondage qui a été publié ce matin et qui dit notamment que les électeurs d'Europe Écologie
veulent pas se sentir prisonniers au deuxième tour d'un vote à gauche, d'un vote avec le Parti socialiste. Il n'y en a que 28% qui sont prêts à s'il y ait justement cette fusion des listes. La grande majorité préfère justement rester libre de leur choix. Et encore une fois, personne n'est propriétaire des voix des Français. Les Français sont libres de leur choix. Est-ce que vous admettez quand même, Xavier Bertrand, que c'est un choc, un coup dur pour la majorité, pour le gouvernement, et que ce sera difficile de tourner la page? Écoutez, soyons francs. Dans une formation politique, vous souhaitez toujours faire le meilleur score possible. Évident. Seulement, ce que je note également, c'est qu'avec 27% des voix, le score n'est pas celui qu'on nous annonçait. C'est-à-dire qu'on nous annonçait justement que pour l'UMP, ce serait terrible. Que pour l'UMP, nous serions dans les plus grandes difficultés. Or, aujourd'hui, nous étions en tête, en 2004, dans 6 régions, nous sommes en tête dans 10 régions. Voilà la différence. Or, personne ne note que dans le même temps, le Parti socialiste est en recul par rapport à 2004. Alors nous le savons, cette élection est une élection difficile à mi-parcours, difficile. C'est vrai dans tous les pays européens quand on est à mi-parcours. Personne n'échappe à la règle. Mais ceci étant, je suis persuadé que ce sera très serré au deuxième tour le 21 mars. Voilà pourquoi nous avons un enjeu de mobilisation et de mobilisation supplémentaire, je l'assume. Merci Xavier Bertrand, donc qui est déjà reparti en meeting. Pierre Moscovici, on vient d'entendre Xavier Bertrand qui parle du Parti socialiste et d'Europe écologique qui déchirent leur programme pour se mettre d'accord. En écoutant Xavier Bertrand, à la fois il y avait une chose que je partage avec lui, c'est le fait de dire qu'une élection n'est pas jouée avant sa conclusion. Donc moi aussi j'appelle à mobiliser, j'appelle à ne pas tomber dans l'excès de certitude ou dans l'arrogance. Le deuxième tour a lieu le 21 mars et c'est ce soir-là qu'on tirera les enseignements. En même temps, je vous le confie, j'ai plutôt le sentiment d'une volonté d'amplifier, de confirmer, de donner une deuxième claque à ce pouvoir qui est rejeté que l'idée que les électeurs de droite vont se remobiliser. Ils n'ont guère de raison pour ça. Mais je souriais tout de même en l'écoutant. Oui, je souriais parce que, dites-nous pourquoi. franchement, il fait quelque chose de drôle à expliquer la transparence, la force, l'unité, alors que cette transparence, cette force et cette unité a conduit l'UMP à faire hier moins de 27%, alors que les plus mauvais des sondages lui donnaient 30%. Et donc il faut quand même un sacré culot pour dire que la force est là, pour dire que cette politique, c'est la nouvelle politique dont veulent les Français. Moi j'ai l'impression qu'il y a de la part de l'UMP une sorte de déni. Ils ne veulent pas reconnaître que les Français hier se sont exprimés et qu'ils les ont sanctionnés par tous les moyens. Sanctionnés en votant à gauche, et d'abord pour le Parti socialiste qui, lui, reçoit une formidable attente pour demain. Ils l'ont sanctionné avec l'abstention, sanctionné aussi avec le vote du Front National, que je déplore, mais qui est tout de même un signe d'alerte pour Nicolas Sarkozy, qui se vantait hier de l'avoir dégonflé. Et donc, cette sanction-là, il faut l'approfondir, et c'est pas avec ces espèces d'artifices qui consistent à expliquer on a gagné alors qu'on a perdu que Xavier Bertrand va convaincre un seul électeur. Nicolas Sarkozy, puisque vous en avez parlé, qui annonce une pause dans les réformes, est-ce que ce n'était pas déjà un signe? C'était un signe de défaite déjà annoncé. Mais je l'ai dit et je le redis ici, c'est totalement absurde. S'il y a des mauvaises réformes, s'il faut, comme il dit, délégiférer, s'il faut défaire certains points, il faut le faire maintenant. Par exemple, il faut donner un coup d'arrêt à la réforme des retraites telle qu'elle est envisagée et un coup d'arrêt à la réforme des collectivités territoriales qui a hérissé le poil, y compris à de nombreux électeurs de droite. Il y a beaucoup de maires ruraux. Dans le rural, il y a eu un recul très très fort de la droite. Et donc, il faut amplifier ça. Mais pourquoi attendre la pause au deuxième semestre 2011, si ce n'est pour préparer le terrain à une deuxième candidature de Nicolas Sarkozy à l'élection présidentielle, comme si au fond il avait inventé le quinquennat qui dure 4 ans. Tout ça est assez dérisoire. Et je pense que les électeurs ne s'y sont pas laissés prendre. Nicolas Sarkozy avait dit apaiser, il avait dit il n'y aura pas de conséquences. Ça, on a vu ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'il a apaisé personne. Il a au contraire peut-être conduit davantage d'électeurs à l'abstention, faute de compréhension. Alors Pierre Moscovici, il y a un spectacle, même une photo qu'on n'a pas vue depuis longtemps chez les socialistes. C'est les socialistes unis sur un plateau de télévision parlant de leurs résultats, ou ailleurs d'ailleurs dans les meetings. Est-ce que cette paix des braves va durer longtemps? Jusqu'à quand? Jusqu'aux primaires? Elle doit durer jusqu'aux primaires. Vous savez, vous parliez de photos. Et après, ça y est, ça repart? Non, attendez, moi je ne vais pas jouer ça, mais demain soir, à Montbéliard, si vous venez, vous verrez Martine Aubry, à mes côtés, dans ma circonscription, soutenant Marie-Guilde Dufay, la présidente de région, qui, je pense, pourra l'emporter face à Alain Joyandet, qui est à la fois un ministre et une sorte un peu de, comme ça, de clone de Sarkozy. Donc l'unité, nous sommes capables de la faire. Pour le projet, nous la ferons. Et à la fin, il y aura une compétition avec un code de bonne conduite, une compétition avec une obligation de rassemblement pour la primaire. Et là, oui, effectivement, les uns et les autres défendront leur option, leur candidature. On choisira le meilleur. Mais il y a quelque chose qui, hier, est né. C'est la volonté de l'alternance.
et nous saurons nous rassembler autour de celui ou celle que les Français de gauche choisiront. Et quand je parle de Français de gauche, je parle des socialistes, mais aussi, pourquoi pas, des autres. Par exemple, les écologistes. Il me semble que est en train de naître cette idée que c'est de ce côté-là, entre les socialistes et les écologistes, que se prépare l'alternance demain. Il faudra qu'on se parle, il faudra qu'on se parle beaucoup, qu'on travaille en bonne intelligence, respectant nos différences. Les écologistes peuvent aussi présenter quelqu'un pour 2012. Mais absolument, il me semble tout à fait logique que les écologistes puissent participer à notre primaire. Quand nous parlons de primaire, nous ne parlons pas de primaire du Parti socialiste. Nous parlons de primaire des électeurs de gauche, de tous ceux qui souhaitent participer à la primaire. Et s'il y a un écologiste dans la primaire, c'est très bien. Je pense qu'au contraire, il faut que nous soyons capables, alors que la droite petit à petit se réduit, alors que cette stratégie de parti unique est dans l'échec, que nous soyons capables, nous, de créer une grande force pluraliste. Ce pluralisme que Nicolas Sarkozy ne connaît pas, parce que lui, il a enrégimenté, il a caporalisé, et puis du coup, il a tétanisé, puis il a fait fuir énormément de gens. Et oui, et pour créer cette grande force, on attend toujours l'accord ce soir entre les socialistes et Europe Écologie. En tous les cas, merci beaucoup Pierre Moscovici d'avoir accepté notre invitation ce soir. La suite de cette édition spéciale avec un autre débat dans un instant. Mais d'abord, on va s'arrêter, on n'en a pas encore parlé. C'est le score du Front National en position de se maintenir dans de nombreuses régions. Le parti d'extrême droite viendra donc jouer les troubles faits dans 12 régions en métropole sur 22 en imposant des triangulaires qui s'annoncent fatales pour la majorité présidentielle. Regardez, c'est un sujet de Vanessa Némé. Les triangulaires, la hantise de l'UMP, une configuration qui laisse peu de chance au parti de la majorité présidentielle, déjà asphyxié et sans réserve de voix. Il y en aura 14, essentiellement sur la moitié est de la France. Le Front National en impose dans 12 régions. Pas question de dialoguer avec les listes UMP, affirme Marine Le Pen. Parmi les plus symboliques, celle qui opposera son père Jean-Marie Le Pen au président de la région PACA, Michel Vauzel, et l'UMP Thierry Mariani. Stratégie identique en Alsace où la présence du FN au deuxième tour pourrait être fatale à Philippe Richert. C'est en Aquitaine que le parti de François Bayrou sauve son honneur. Avec un peu plus de 10% des voix, Jean Lassalle peut se maintenir au deuxième tour, imposant une triangulaire inédite. Enfin en Corse, où un électeur sur 3 a voté en faveur d'une liste nationaliste, l'UMP de Camille de Rocca-Serra risque de faire les frais d'une situation tout à fait particulière. Et on continue évidemment ensemble cette édition spéciale avec de nombreux invités qui nous ont rejoints. Patrick Caram, bonsoir. Bonsoir. Numéro 2 sur la liste UMP à Paris et aussi délégué interministériel pour l'égalité des chances des Français de l'Outre-mer. Avec nous également Marie-Christine Arnautu. Bonsoir. Vous êtes tête de liste Front National en Ile-de-France. Avec nous Abdelhak Kachouri. Bonsoir. Tête de liste PS en Seine-Saint-Denis. Et Yann Brossard. Bonsoir. Vous êtes candidat Front de gauche à Paris. Première question, Patrick Caram, on vient d'entendre Xavier Bertrand qui est intervenu dans ce journal après un meeting et qui a parlé d'un second tour serré. Est-ce que vous y croyez vraiment? En tout cas, en Ile-de-France, le second tour sera plus que serré. Je rappelle quand même qu'on a un président de région, Jean-Paul Huchon, 12 ans, en poste, et il est rejeté par 75% des électeurs. C'est quand même là, si ça n'est pas une défaite, qu'est-ce que c'est? Si ce n'est pas un avertissement, qu'est-ce que c'est? 75% des Franciliens ont voté contre lui. Et pourquoi? Mais il y a des raisons. D'abord, l'abstention. L'abstention se lie simplement dans le fait qu'il a été complètement absent. En Guadeloupe, vous avez un président de région, Victorin Lurel, qui est connu, qui a fait campagne, qui a été élu, parce qu'on le connaît. Vous demandez aux Franciliens, et je me suis amusé, moi, à battre le pavé de l'Île-de-France pendant plusieurs semaines, et je n'ai trouvé quasiment personne pour savoir qui était Jean-Paul Huchon. Qui est M. Huchon? Qui connaît M. Huchon? Ça, c'est la vraie question qui se pose. Toutes les personnes que vous avez rencontrées ne connaissent pas Jean-Paul Huchon. Mais je vais dans les quartiers populaires. Attention, je ne vais que dans les quartiers populaires, à Paris et en région parisienne. Ils ne connaissent pas Jean-Paul Huchon. Ça veut donc bien dire que Jean-Paul Huchon a failli à sa mission. Sa mission était claire, c'est impacter la vie quotidienne des Franciliens dans des domaines extrêmement importants. Il n'a pas répondu aux attentes des Franciliens. Deuxième élément, c'est que M. Huchon, et pour moi ça, c'est peut-être le problème le plus important. M. Huchon, en 2004 et avant en 98, s'est engagé à faire un certain nombre de choses. Et 80%, je dis bien 80% de ces engagements de campagne ont été oubliés. Et on les revoit aujourd'hui, en 2010, à l'identique, comme s'il avait fait un copier-coller. Et vous savez, je vais juste, pour terminer, vous raconter une blague antillaise qui circule depuis quelques années sur Huchon. Quand ton entier ment, ses copains lui disent « Las fait Huchon or ». Je traduis « Ne fais pas ton Huchon ».
C'est nouveau, ça vient de sortir ça avec la existe depuis campagne. quelques années. Moi, ça m'a été raconté il y a quelques temps. Et puis, je l'ai entendu partout, dans toute la communauté ultramarine, parce que pour les Antillais, c'est 100% de mensonges. Pour les Franciliens, c'est 80% de promesses non tenues. Si vous voulez, on peut en parler tout de suite. Et pour les Franciliens, c'est 100% de promesses non tenues. Et pourtant, Jean-Paul Huchon n'est pas inquiet aujourd'hui pour sa réélection. Pourquoi? Tout simplement parce que les gens ne savent pas ce qu'il a fait et les gens ne le connaissent pas. On a l'impression qu'il est neuf. Ah bah, il vote. Alors, Abdellah Kachouri, je vous laisse répondre à ces propos. Juste pour préciser à monsieur que l'abstention est un phénomène national et non pas exclusivement réservé à la région Île-de-France. En tout cas, beaucoup plus fort en Île-de-France. Juste pour finir, je ne vous ai pas coupé, on va juste s'appliquer ce principe-là. Puis ensuite, sur le fait que Huchon n'est pas connu, plus connu que Pécresse, moins connu que Pécresse, je vous invite peut-être à vous rendre avec moi dans les quartiers populaires de la Seine-Saint-Denis, que vous connaissez certainement, pour y découvrir ce véritable espoir que l'équipe de Jean-Paul Huchon, que la gauche a créé dans cette région Île-de-France pour contrer le projet que la candidate de Nicolas Sarkozy porte pour la région Île-de-France, et un projet qui mêle à la fois injustice, inégalité sociale et projet au service d'un groupe de personnes, projet au service des affaires, projet au service... Alors, on le voit, 12 ans d'espoir, attendez-vous, vous moquez du monde là, arrêtez la langue de bois, vous êtes jeune, arrêtez la langue de bois. 12 ans d'espoir, ça fait 12 ans qu'il est au pouvoir, et ça fait 12 ans qu'il laisse perdurer les inégalités, les injustices, et vous me parlez d'espoir. Un mot, et on va passer à nos autres invités. Voilà, juste un mot, je veux juste préciser une petite chose, puisque vous parlez de 12 ans de gestion... de la gauche et du Parti socialiste. Je vous rappelle quand même que le gouvernement que vous soutenez depuis un certain nombre d'années refuse très concrètement de venir en appui des collectivités territoriales. On va prendre l'exemple de 2002. Laissez-moi juste finir, parce que si vous coupez à chaque fois, ça fera pas un débat. Donc laissez-moi juste finir. Et on a d'autres invités. C'est vraiment, je vais faire parler, on va revenir sur ce débat-là. Je vais faire parler Yann Brossard, qui est aussi jeune, qui est avec nous. Ça fait pas longtemps qu'il fait de la politique, je crois. C'est l'une de ses premières campagnes. Quand vous voyez des débats comme ça, d'abord, qu'est-ce que ça vous inspire pour votre première campagne? Simplement, moi, ce qui me frappe quand j'écoute, par exemple, M. Karam, c'est le déni de réalité totale. Ce qui est quand même frappant dans ce premier tour, c'est que vous vous prenez une claque monumentale. Vous savez, moi je suis élu au Conseil de Paris. On n'a jamais eu à Paris une droite aussi faible. On n'a jamais eu une droite à un niveau historique aussi bas. Donc c'est bien que, quelque part, les Franciliens et les Français en général, parce que ça se confirme partout en France, n'en peuvent plus de vous et qu'ils ont voulu vous mettre une claque au premier tour de ces élections régionales. Donc il va quand même falloir que vous en teniez compte. Mais évidemment, c'est aussi une élection nationale et les Français ont voulu se saisir de cette occasion-là pour vous donner un message. La question, c'est de savoir si vous entendez ce message ou si vous ne l'entendez pas. Et manifestement, quand on vous entend, on a l'impression que vous n'en tenez aucun compte. C'est ça la réalité. La vraie question, c'est qu'on a des présidents de région, et en Île-de-France notamment, complètement usés jusqu'à la moelle, qui n'en peuvent plus, qui n'ont plus de programme, plus d'imagination, plus de souffle pour mener une politique. Voici la vraie question. Et la vraie raison de l'abstention, c'est pas une claque contre le gouvernement, parce que si on veut donner une claque au gouvernement, eh bien, on va voter massivement et on vote contre le gouvernement. La vraie raison de l'abstention, c'est que c'est aussi un signal, c'est un signal pour toute la classe politique. Oui, mais en particulier pour les présidents de région, ceux qui ont failli à leur tâche. Moi, je constate en tout cas que le président de région Île-de-France, rejeté par 75% de nos compatriotes, ça vous gêne pas. Vous avez gouverné avec le président de région, votre programme, vous ne l'avez pas mis en œuvre et aujourd'hui vous venez nous raconter vos salades. Alors, elle est avec nous, Marie-Christine Arnautu, parce que le Front National a réalisé de bons scores et il est en position de mettre à mal la liste du parti du président. Marie-Christine Arnautu, d'abord, on a eu plusieurs analystes qui sont succédés pour expliquer les bons scores du Front National. On a parlé du débat sur l'identité nationale, on a parlé de la crise. À quoi vous attribuez les bons scores du Front National aujourd'hui dans certaines régions? Écoutez, à des choses beaucoup plus simples. Je sais qu'à chaque fois que le Front National fait des bons scores, il y a beaucoup d'experts et de sondeurs qui viennent expliquer des tas de choses sur le Front National, en général quand le Front National n'est jamais là d'ailleurs. C'est très simple. D'abord, je pense que ça démontre la valeur de la persévérance. C'est une vertu qu'on oublie. Voilà, nous ne nous décourageons jamais et Dieu sait si on a essayé de nous décourager, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le refus clair, je pense, de ce pacte UMPS, parce que Monsieur Karam, là, vous faites semblant de vous disputer sur le plateau, mais je vous rassure, pour l'avoir vécu depuis 12 ans, quand vous allez vous retrouver au sein du Conseil régional, ça va très bien se passer et vous allez voter, comme d'habitude, 90%
des délibérations de M. Huchon, il n'y a aucune raison que ça change. D'autant plus que nous ne serons plus là, donc ça va être encore plus facile. Arrêtez de préempter l'avenir. Mais oui, enfin, je vois pas pourquoi l'avenir serait différent du passé, puisque déjà votre président de la République, depuis qu'il est là, n'a rien fait qui puisse laisser penser le contraire. Donc voilà, je crois, moi, qu'en ce qui concerne le score du Front National, il ne faut pas se poser autant de questions. Il faut par contre peut-être arrêter de prendre les Français pour des imbéciles. Voir aussi Qui que les prend pour des imbéciles, dites-nous? Ah ben ça tout le monde là. Quand je vous parle de pacte UMPS, autant l'UMP qui depuis non c'est pas un complot, c'est factuel, c'est factuel. C'est factuel. Non mais je comprends que ça soit très désagréable pour vous, monsieur. Je n'ai pas la langue de bois, même si on est dans un endroit très feutré. C'est comme ça. Les Français en ont marre qu'on leur mente. Ils se sont réveillés, tant mieux. Je pense qu'ils vont se réveiller encore plus dans les années qui viennent. Et j'ajoute à ça quand même ce que j'ai dit hier soir et ce que je maintiens sur votre plateau ce soir. Moi, je demande, et je ne suis pas la seule d'ailleurs, parce que je pense que d'autres s'associent à moi, la démission dans le meilleur des cas, ce serait plus honnête, mais on va dire au moins la mise à la retraite de M. Teinturier, patron de la Sofres, parce que je trouve inadmissible qu'il ait osé jusqu'à la veille du scrutin mettre le Front National en Ile-de-France. Non, pas la tête, la démission. Madame, je travaille, vous travaillez. Oui. Quand vous faites des erreurs professionnelles aussi grosses, parce que là, je suis gentil encore, vous voyez, j'ai pas la théorie du complot, je le mets juste sur le compte de la faute professionnelle. Quand à une veille de scrutin, on met un parti politique à 4,4, qu'on s'entête à le mettre à 4,4 et que le lendemain, il fait 9,3, je crois que dans toutes les entreprises, on reconnaît et on sanctionne les fautes professionnelles. Mais on sait très bien que pour le Front National, parfois, les gens interrogés ne révèlent pas peut-être leur intention de vote le même jour. Donc, vous pouvez être peut-être un peu clément par rapport à ce que vous demandez. Non, je pense que demander les têtes, c'est pas toujours une bonne... C'est pas demander les têtes, c'est juste reconnaître, je vous dis, quand on travaille et qu'on fait des fautes professionnelles à répétition, en général, on se fait virer. Sauf dans les instituts de sondage. Alors, Patrick Caram, aujourd'hui, où est-ce que l'UMP va puiser ses réserves de voix en Ile-de-France et ailleurs? D'abord, moi, je voudrais poser une question à nos deux amis en face, et c'est une question très claire. J'ai entendu, comme vous tout à l'heure, qu'il y avait pas d'accord. Ça m'intéresse pas. Est-ce que aujourd'hui, après avoir fait la pêche aux voix sur un programme très ambitieux, est-ce qu'aujourd'hui, les Verts et le Front de gauche ne sont pas à la pêche aux places, et ceux qui ne négocient pas plus que le programme, c'est les places. Moi, je pose une question aux représentants du Front de gauche. Je vais les laisser répondre, mais est-ce que le nouveau centre aussi ne l'a pas fait au départ avec l'UMP ? Mais non, parce qu'on a mis en place un programme négocié en commun. Là, je pose une question sur un point du programme du nouveau du Front de gauche. C'est le pass Navigo à 56 €. Est-ce que vous allez, oui ou non, l'abandonner? Moi, je me souviens simplement que Huchon avait promis 2 zones. Nous en sommes toujours à 6, alors que la gauche avait dit, promis juré, nous ferons 2 zones de 2004 à 2010. Nous en sommes à 6. Est-ce que, oui ou non, si Huchon n'accepte pas votre programme, et notamment la mesure phare, celle qui vous a permis d'attirer des électeurs, est-ce que oui ou non vous allez fusionner? Ça veut dire que si vous ne fusionnez pas sur ça, je dirais que vous êtes honnête. Si vous fusionnez, ça veut dire qu'en fait vous trahissez vos électeurs et que vous vendez vos électeurs pour quelques places. Allez, allez-y. Vous savez, c'est très simple. Il y a un principe qui est très clair, c'est qu'au deuxième tour, quoi qu'il arrive, nous sommes pour le rassemblement de la gauche, parce que quand je vous entends, je me dis qu'on a besoin d'avoir un conseil régional qui reste à gauche. Quant à la proposition que nous avons faite sur le pass Navigo, nous continuerons. Je parle des élus du Front de gauche qui seront élus sur la liste de Jean-Paul Huchon à nous battre pour l'obtenir, y compris après l'élection. Simplement, moi aussi, j'ai une question à vous poser. Pendant la campagne, Chantal Joanneau, qui était tête de liste à Paris, a dit qu'elle était favorable au péage urbain. Et Valérie Pécresse a dit qu'elle était contre. Eh bien, je vous pose une question très simple. Vous êtes pour ou vous êtes contre le péage urbain? C'est simple, c'est clair. Répondez à cette question. Aux études sur le péage urbain, mais vous ne répondez pas à ma question. Donc moi, je comprends. Si je vous réponds, je comprends simplement qu'en réalité, nous avons un parti vert. Non, mais je vais en tirer les... Non, pour pas rester simplement sur les enjeux de l'Île-de-France, même si c'est très important, parce que nous sommes entendus par toute la France. Mais ça, on peut le tirer pour toute la France. Nous avons des partis politiques, en réalité, qui font campagne sur des programmes différents. Et puis, au deuxième tour, ils vont se rassembler, non pas sur un programme précis, c'est le programme du PS, ils vont se rassembler pour se partager des places. Et bien moi, je trouve que c'est une insulte à la démocratie, je trouve que c'est injurier les électeurs que d'agir comme ça, en les trahissant aussi ouvertement. Et on va marquer une petite pause, et Marie-Christine Arnautu, c'est un sujet qui vous concerne et qui va vous intéresser. Et on revient après pour notre débat, puisque ce scrutin marque aussi, on vient de le dire, le retour sur le devant de la scène politique française de Jean-Marie Le Pen, qui peut se vanter de réussir aujourd'hui son dernier tour de piste. Le Front National retrouve donc
comme le disent certains, son pouvoir de nuisance. Regardez, c'est un sujet de Thomas Raguet. Il est à peine 20h hier soir à Nice. Jean-Marie Le Pen découvre son score en PACA, plus de 20% des voix. Devant les militants et les journalistes, quelques minutes plus tard, il savoure sa victoire et règle ses comptes. J'ai démontré une fois de plus que j'avais une vista plus exacte de la réalité politique que souvent les politologues, les journalistes ou plus encore les fraudeurs de l'opinion que sont les organes de sondage. Ils sont chargés de manipuler l'opinion pour essayer de la guider vers ce qui plaît à ceux qui les payent. Cet après-midi à Nanterre, micros et caméras se pressaient au siège du Front National. Une cohue comme le parti n'en avait pas connue depuis bien longtemps. Le Front, c'est un fait, est revenu au premier plan de la vie politique française. C'est, comme disait un de mes amis, c'est le Pénix qui renaît de ses cendres, n'est-ce pas? Voilà, on l'a enterré, monsieur le président de la République avait déclaré qu'il l'avait tué. J'ai dit non, il ne nous l'a pas tué, il nous a volé, mais il ne nous a pas tué. Et la preuve, c'est que nous sommes là. Présent au second tour dans 12 régions sur 22, le Front National est bien là. Des triangulaires qui devraient logiquement bénéficier à la gauche. Jean-Marie Le Pen, lui, fort de son succès en PACA, compte bien viser la présidence de la région. À près de 82 ans, le leader frontiste est loin d'avoir dit son dernier mot. Il est loin d'avoir dit son dernier mot. Marie-Christine Arnautu, qu'est-ce que vous espérez aujourd'hui dans la plupart des régions où vous imposez une triangulaire? Écoutez, est-ce qu'on a le droit de se maintenir au même titre que les autres? Il me semble que c'est un scrutin qui a été fait par l'UMP. Bon, maintenant les résultats sont là. Je rappelle d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps que ça, qu'à Hénin-Beaumont, quand Marine Le Pen est arrivée en tête, l'UMP qui faisait 4% a appelé massivement à voter PS. Donc voilà, je crois que tout est dit. Le pouvoir de nuisance, il n'est certainement pas au Front National. Nous maintenons parce que, encore une fois, devant le pacte UMPS dont vous rêvez tous, d'ailleurs, là pour ce coup-là, vous êtes tous d'accord là-dessus, ça a été refusé par les électeurs et je crois que vous feriez bien d'en tenir compte. Il ne faut pas penser à un parti unique en France, il y a encore de la démocratie. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bien sûr qu'on va se maintenir. Tout ce que vous avez à dire. Oui. Bien sûr qu'on va se maintenir, alors, mais dans le souci quand même de l'intérêt de nos électeurs et puis surtout dans le souci du drapeau français. Abdellah Kachouri, on a entendu tout à l'heure Xavier Bertrand qui parlait des socialistes et d'Europe Écologie qui déchirent leur programme pour se mettre d'accord sur des places aujourd'hui. Vous savez, d'abord, il faut préciser une chose à M. Karam qui semble très agressif. C'est un peu peut-être le comportement de celui qui comprend que finalement la défaite est programmée. Simplement, quelques précisions. Ce qui rassemble la gauche est bien plus fort que ce qui la divise. Ce qui rassemble la gauche est bien plus fort que ce qui la divise. C'est pas le cas de l'UMP et de vos amis. Donc quelques précisions. Un mot sur l'abstention et sur le vote frontiste qui, à mon sens, traduit le ras-le-bol et la perte de confiance que votre candidat que vous soutenez, Nicolas Sarkozy, a tenté de créer en 2007 par le candidat du pouvoir d'achat, le candidat de la relance, le candidat qui mènera des politiques ambitieuses au service du pays. On s'aperçoit au bout de 2 ans qu'il mène aucune politique ambitieuse au service du pays, qu'au service d'une catégorie de personnes. Sur le vote frontiste, c'est aussi le ras-le-bol d'une partie de l'électorat UMP qui est allé voter le Front National. Vous l'avez senti ça dans les quartiers mais bien sûr que oui. Mais bien sûr que oui. Vous savez, quand on se balade dans les quartiers populaires, notamment en Seine-Saint-Denis, et qu'on nous dit effectivement, on a fait confiance à Nicolas Sarkozy en 2007 parce que c'était vachement sympa, c'était dynamique, c'était le candidat du pouvoir d'achat, et que 3 mois après, il fait 15 milliards d'euros. Vous savez, le fameux bouclier fiscal que votre président de la République a donné aux plus riches de ce pays. Non, attendez. Je vous parle tranquillement. Donc, je crois qu'à un moment donné, il faut dire la vérité aux Français, aux Franciliens. Comme a dit Jean-Paul Huchon sur ce plateau d'ailleurs, déspidé. Il avait dit à Valérie Pécresse. Monsieur Karam, et arrêtez d'être dans une schizophrénie politique. Pourquoi les électeurs du Front National seraient forcément
vraiment soit des imbéciles, soit des frustrés. Je veux dire, on peut aussi voter Front National juste parce qu'on a envie de préserver son pays, monsieur. Je n'ai jamais dit ça. Ben si, vous avez dit. Je vous dis que la traduction du vote frontiste est aussi un ras-le-bol de la politique menée par Nicolas Sarkozy. Il va falloir vous habituer à ce que le vote Front National soit un vote d'adhésion aux valeurs défendues Yann par le Brossa, Front puis National. Patrick Caram, et j'ai une question pour vous quatre ensuite. Allez-y. Simplement, monsieur Caram, la question que vous devriez vous poser, c'est précisément qui a fait monter le Front National dans cette campagne? Qui a contribué à mettre sur le devant de la scène le thème de l'immigration? Qui a mené une campagne nauséabonde sur Ali Soumaré? Et vous d'ailleurs, monsieur Caram, monsieur Caram, vous avez eu des propos honteux sur Ali Soumaré. Eh bien, tout cela, si vous permettez que je termine, madame Arnautu, tout cela, ça contribue à faire en sorte qu'effectivement on se retrouve avec un Front National qui monte. Et c'est votre responsabilité, monsieur Caram. Particulièrement, je regrette. Faut le dire, monsieur Caram, en France, ça. Faut dire la vérité. Vous voulez détruire la nation, il y a une grande majorité de Français qui ne veulent pas la destruction de la nation. Voilà. Patrick Caram. Alors, sur Soumaré, moi j'étais très clair. Je pense que je n'étais pas partisan de mettre. L'affaire Ali Soumaré. Je n'étais pas partisan de mettre, mais puisqu'il en a parlé, de mettre sur la l'UMP. place publique son casier judiciaire. Par contre, si on met son casier judiciaire sur la place publique, il faut mettre aussi celui d'Huchon, condamné à 6 mois de prison avec sursis en 2007 pour prise illégale d'intérêt dans l'entreprise de sa femme. Ce qui est passé. Monsieur Caram, il n'est pas là sur le plateau, là. Il n'est pas là sur le plateau, on ne va pas rentrer dans ces détails-là. Disons les choses très clairement. Je ne suis pas d'accord pour qu'on le fasse quand c'est un noir et qu'on ne le fasse pas quand c'est Huchon. Il n'y a pas de raison de traiter l'un et l'autre différemment. Deuxième chose, s'agissant du Front National, je ne vais pas, madame, pardonnez-moi de vous le dire, mais je vois que tous les trois, vous êtes tout à fait d'accord pour tomber à bras raccourcis sur l'UMP. En fait, voter Front National aujourd'hui, c'est voter pour le Parti communiste, c'est voter pour le Parti socialiste, c'est voter pour le Front, c'est voter pour le Front de gauche. Voilà la réalité. Je vais vous poser une question. Je vais vous poser une question. Qu'est-ce qui a fait le mode de scrutin en 2004? Non, on sait qui c'est. Le maintien du Front National aujourd'hui favorise. Je vais vous poser une question. Messieurs, dames. Messieurs, dames, je vais vous poser une question à vous quatre. C'est la dernière question parce qu'on va devoir rendre l'antenne. C'est une question à vous quatre qui demande une réponse simple. Aujourd'hui, on est au lendemain du premier tour. Quels arguments vous donnez aux électeurs, aux gens qui nous regardent pour aller voter simplement? Je vais faire un tour de table, c'est en un mot. Monsieur Caram. Écoutez, moi c'est très simple. Aujourd'hui, nous sommes allés partout, dans tous les départements de la région parisienne. Et en fait, nous n'avons parlé que du programme de Valérie Pécresse. Donc très clairement, regardez les programmes et surtout, regardez aussi les engagements qui n'ont pas été tenus par l'actuel président de région. Et je pense que les arguments sont faciles à trouver. Madame Arnautu. Je crois que la démonstration a été donnée encore ce soir, face à un pacte unique, face à un parti unique. Mais moi, je dirais aux franciliens, ayez une abstention active. C'est-à-dire, c'est le jour du printemps, allez donc voir s'il y a des jonquilles. Abdallah Kachouri. Valérie Pécresse, ministre, va voter la suppression de la clause générale de compétences, donc qui enlèvera les compétences qui sont venues s'ajouter aux régions, et elle propose comme candidate de renforcer la politique logement. Donc on est là face à du mensonge, à de la schizophrénie politique, et face au bouclier fiscal que portent Sarko et ses amis, nous on oppose le bouclier social. Et honneur, on finit avec le plus jeune, peut-être, Yann Brossa. Je crois qu'on l'a vu ce soir, la droite n'a pas bien compris le message de sanction que les électeurs lui ont transmis au premier tour. Donc je pense que les électeurs ont intérêt à mettre une claque encore plus forte aux représentants de l'UMP. Et comme ça, peut-être qu'enfin, vous comprendrez l'exaspération des électeurs. On vous a tous entendu, tous vos arguments, chacun. Merci beaucoup, madame. Merci, messieurs. C'est la fin de cette édition spéciale. Restez avec nous sur Public Sénat. Très belle soirée à vous.